Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous portons tous des blessures émotionnelles qui se traduisent dans notre vie par des peurs, des blocages, amenant à des situations qui se répètent. Et si l'animal pouvait nous permettre de travailler sur ces blessures pour changer nos comportements, nos croyances et nos modes de pensée? Après avoir réalisé un premier podcast sur ce sujet, j'ai le plaisir de retrouver pour la suite Florence Elie, praticienne en médecine alternative animale, équicoach, écothérapeute, sophrologue et naturopathe animal. Elle propose un accompagnement holistique pour le couple humain-animal. Bonjour Florence, et puis je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, moi aussi, je suis ravie de pouvoir continuer à parler justement de la suite des blessures où on avait commencé avec celle de l'abandon. La dernière fois, on s'est vu, je crois. Effectivement, donc dans le précédent podcast, tu nous avais parlé de la manière dont notre animal pouvait nous guérir de nos blessures émotionnelles et effectivement dont l'abandon. Et pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore écouté, pourrais-tu nous rappeler dans les grandes lignes quel était l'objectif de ce précédent podcast, où il y aura d'ailleurs le lien sous cet épisode, je le précise pour les auditeurs qui aimeraient l'écouter. Alors, en fait, le but du podcast, c'était de pouvoir rendre un petit peu plus les gens autonomes dans ce qu'ils vont pouvoir observer de leur animal en termes de comportement, la manière dont ils les ont rencontrés, pourquoi, comment, dans quelles circonstances, et qui nous donne justement un petit peu cette lecture de ok, je suis peut-être porteur de cette blessure-là alors, parce qu'il me fait vivre ça, il me fait ressentir ça, et donc l'idée c'est de pouvoir justement apprendre à avoir cette lecture par soi-même, et puis du coup poser vraiment beaucoup de conscience là-dessus et se dire ok, donc en fait ce comportement-là chez mon animal peut me permettre, moi, de me positionner autrement, ou moi, peut-être, de lui apporter beaucoup de sécurité, d'amour, de douceur, ce que peut-être moi-même je n'ai pas eu enfant, et du coup, en apportant ça à l'animal, je me l'apporte à moi aussi, en fait, puisque de toute façon, l'animal me renvoie en retour ce que je lui offre et ce que je lui donne. Donc voilà, l'idée de ce podcast, c'était un petit peu celui-ci, et puis, cet objectif-là. Et puis là, ça va être pareil, avec 2 autres blessures dont on va parler, pour que les gens puissent un petit peu peut-être se reconnaître et entamer un chemin, avoir une autre vision au final de leur relation avec leur animal et pas simplement les câlins, même si c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est effectivement l'objectif de des podcasts qu'on a pu faire, parce qu'il y aura, de toute façon, il y aura le lien de tous les épisodes qu'on a fait ensemble, et c'est vrai que c'est vraiment montrer ce que l'animal peut nous apporter dans notre quotidien et la manière dont il peut finalement nous faire grandir, parce qu'en réalité, c'est ça en fait. Et justement aujourd'hui, de quelle blessure vas-tu nous parler? Alors, on reste au final un peu dans la trame de la blessure de l'abandon, et sous cette blessure-là, on a 2 autres mémoires qui sont en jeu. On a la mémoire du deuil non fait d'un enfant que moi j'ai beaucoup rencontré. Alors aussi parce que j'en étais porteuse. Alors forcément j'ai attiré aussi à moi ces personnes-là en termes de résonance. Et puis l'autre mémoire dont on m'a parlé, c'est celle du déni d'identité. Qui est assez fréquente aussi. Peut-être que j'ai un peu moins rencontré. Alors et c'est vrai que finalement quand je l'ai observé, je me suis quand même pas mal questionnée moi avec mes animaux, et c'est pas forcément des choses que j'ai rencontrées. Donc j'étais peut-être un petit peu moins en résonance, ce qui veut pas dire qu'elle est moins fréquente. J'ai peut-être moins accompagné de gens, tu vois, porteurs de cette blessure-là au final. Du coup, est-ce que c'est OK pour toi si je commence à en parler? Alors, la mémoire du deuil non fait d'un enfant, il faut savoir qu'une mémoire, elle a plusieurs degrés. Elle peut être complètement à son apogée, c'est-à-dire que je peux en être porteur par le biais de ma lignée, comme on en avait parlé la dernière fois, familiale. Bon, ça peut être aussi karmique, ça peut être les deux à la fois. Et à partir de là, du coup, comment ça va se matérialiser dans la vie? C'est souvent, j'ai remarqué,
des personnes qui vont avoir affaire dans cette vie-là au deuil d'un enfant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'atroce à vivre, bien évidemment. Et là, on est vraiment dans une mémoire qui est complètement à son apogée. C'est-à-dire qu'on vit ça. On va devoir travailler cette acceptation et du deuil d'un enfant. Pourquoi ? Certainement parce que dans les générations précédentes, la personne n'a pas pu du tout faire ce deuil et était dans la non-acceptation de cet événement de vie. Et Dieu sait à quel point ça doit être extrêmement compliqué de devoir être dans l'acceptation de ça, tellement c'est violent, tellement ça peut paraître extrêmement injuste au final. Donc du coup, là vraiment, ça nous fait revivre. Alors ça peut être une fausse couche aussi, bien évidemment. C'est pas parce que l'enfant n'est pas encore né qu'il vit pas et qu'on n'est pas touché émotionnellement de la même manière. Ça peut être les enfants morts-nés, ça c'est pareil, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la maman accouche, met au monde son enfant et effectivement l'enfant est déjà mort. Ça peut être aussi la perte en termes plus, je pense à l'avortement. Parce que souvent les gens se disent oui c'est moi qui ai choisi, enfin les femmes se disent j'ai choisi, donc c'est pas pareil. Non, ça reste un deuil de toute façon et que c'est pas toujours choisi. Ça peut être parce que l'enfant, le fœtus porte une maladie et que on se dit on sait qu'à partir de ça l'enfant ne sera pas viable ou qu'il a devant lui peut-être que 5 ou 6 années à vivre et on préfère faire ce choix-là. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des exemples que je donne qui sont pour des personnes où vraiment la mémoire elle est complètement à son apogée. Après, on peut avoir une mémoire qui est un peu diluée, ça veut dire qu'on va pas vivre en direct le décès de son propre enfant, d'accord ? Ça va être quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez des femmes qui ont par exemple très peur d'avoir un enfant, sans savoir pourquoi. Ça peut être des femmes qui se questionnent vraiment sur le fait de est-ce que j'ai vraiment envie d'un enfant au final. Et puis ça peut être aussi des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Elles en veulent un, mais biologiquement dans le corps, ça bloque, ça coince. Ok. Du coup, tout ça de toute façon, ça cache une seule et même chose, c'est la peur de porter un enfant, d'accord ? Et on a peur de porter un enfant parce qu'on a peur de le perdre. En fait, c'est cette mémoire-là qui est en jeu derrière, tellement le traumatisme est fort dans cette lignée que nous, on arrive là, à un moment donné dans la lignée pour dire, en tout cas pour faire ce travail, entre guillemets, de libération, d'acceptation, pour que ça puisse continuer dans la lignée, en fait. Et peut-être, d'ailleurs, on le verra par la suite, mais pas forcément en ayant un enfant, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de façons d'être maternelle. Et justement, en quoi l'animal peut nous aider à guérir finalement cette blessure qu'on porte ? Parce qu'effectivement, je pense qu'on est tous plus ou moins porteurs de cette blessure finalement, je pense. De près ou de loin, non ? Enfin, je sais pas. Ouais, ta question, elle est juste. Je pense que effectivement, à des degrés différents, comme tu dis, on est plus ou moins tous porteurs de cette mémoire. Non seulement parce qu'il y a eu la guerre. Voilà, à un moment donné, de toute façon, je pense que malheureusement, quasiment tout parent a dû perdre un enfant à la guerre. Maintenant, peut-être que la personne a fait ce deuil, d'accord ? Et a pu accepter, le mot est difficile, je sais bien, ça paraît inacceptable, mais vraiment a pu faire le deuil, c'est-à-dire continuer à vivre, au final, continuer à honorer et à célébrer quand même la vie malgré cette perte-là et cette souffrance-là. Et du coup, à partir du moment où la personne n'a pas fait le deuil, oui, effectivement, on est porteur. Alors, comment ça se matérialise ou comment ça se rencontre au final chez l'animal ou dans la relation avec l'animal? Souvent, j'ai remarqué, ce sont des gens qui déjà vont adopter un animal qui est très jeune, qui est bébé. Donc un chiot, un chaton, un poulain. Sont pas des gens qui vont tout de suite aller vers l'adoption d'un animal adulte au final. Pourquoi ? Parce que c'est un animal qui va leur permettre de leur faire vivre la maternité ou d'ailleurs même la paternité au final. Il y a pas que. C'est vrai que je vais beaucoup parler de femmes, mais
il y a aussi des hommes, et je donnerai un exemple à la fin d'ailleurs parce que c'est intéressant, parce que c'était un homme justement, quoi. Et donc, du coup, ça nous permet de nous positionner comme un parent symbolique, d'accord ? Cet animal, il va nous faire vivre son deuil. Parfois rapidement, donc ça c'est pareil, c'est toujours intéressant d'aller regarder dans son histoire. J'ai une dame il y a pas très longtemps, tu vois, qui a adopté un petit chaton, puis son chat s'est fait écraser, il avait 1 an. Bon voilà, bien sûr que c'est injuste. Un chat, on l'adopte, on se dit c'est génial, je vais avoir mon compagnon de vie avec moi pendant 15 ans, 20 ans peut-être, parce que les chats, on a la chance qu'ils vivent normalement assez vieux. Et elle a 1 an, elle a perdu justement ce petit chaton. Et du coup, on a fait une communication animale bien plus tard. Moi, c'est quelque chose que normalement je fais pas. Je communique pas avec les animaux défunts. C'est pas quelque chose qui m'est forcément apparu. Et c'est cette dame-là, la première en tout cas, qui du coup m'a demandé. Je lui ai dit, écoutez, on peut essayer. Et puis après, si toutefois je connecte pas, je connais des gens qui font ça, et qui œuvrent très bien en ce sens. Donc je vous donnerai les coordonnées. Et en fait. J'ai vraiment reçu un message très clair par rapport justement à cette mémoire, et que vraiment elle était venue là dans cette vie en étant OK pour cette mission de vivre au final un court temps sur Terre, parce que justement il fallait absolument que sa gardienne fasse ce deuil en fait d'un enfant qui n'avait pas été, qui restait bloqué en elle. Et alors c'est fou parce que du coup c'est un drame absolu pour la personne, parce qu'en fait elle revit dans son inconscient toutes ces mémoires ou cette mémoire de deuil non fait d'un enfant. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est souvent aussi là qu'on retrouve le sexe de l'enfant. On a un animal qui est mâle ou qui est femelle, et bien souvent c'est un enfant qu'on a perdu, alors dans la lignée, ou soi-même dans sa vie karmique, qui est du même sexe en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça va nous projeter en nouveau dans ce travail de deuil d'enfant à faire. Là, l'animal, il nous invite à faire ce travail en fait. Donc il suffit pas juste de se dire OK, c'était injuste, je tourne la page et puis c'est la vie, je vais adopter un autre animal. Parce que c'est possible en fait que cet animal, le prochain qu'on adopte, on va se dire non mais là j'ai vraiment pas de chance, à 4 ans il déclare un cancer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc. Et en fait, je rebondis sur ça. En fait, finalement, ce que tu nous invites par ce que tu dis à faire, et puis c'est valable aussi pour le podcast qu'on a pu faire précédemment, c'est de se connecter, de revenir à ses ressentis en fait, pour vivre l'émotion en fait, et finalement finir, j'allais dire, tout le processus, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'émotion a été bloquée quelque part, et en fait, ça réactive cette émotion qui est bloquée quelque part, et donc l'idée pour pouvoir s'en libérer, c'est de l'accueillir complètement en fait, de finir le processus en fait. En quelque sorte, c'est ça. Merci, c'est très bien résumé. Parce que moi, je me perds dans ma passion. Donc, merci Sophie. C'est exactement ça. Le process de la personne, en fait, la personne vit ce drame pour, effectivement, comme tu dis, pouvoir faire le processus du deuil. Accompagné, seul, avec des lectures, avec l'écoute de podcasts sur des sujets sur lesquels justement tu en as déjà parlé. Peu importe au final, ça après chacun son chemin, mais c'est important de se dire OK, cet événement, c'est pas juste de l'injustice quoi. Ça a un vrai sens dans mon chemin pour pouvoir devenir plus grand. C'est celui-ci quoi. C'est de guérir cette mémoire en fait, pour qu'elle n'ait plus à vivre et à revivre encore plusieurs fois dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est fou parce que, tu vois, dans des cas de femmes, je pense à une d'ailleurs, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, par exemple, à la perte de leur animal, quelques mois après, elles tombent enceintes. Et ça, je l'ai vu sincèrement, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Encore une fois, j'en ai des frissons d'ailleurs, parce que ça fait pas longtemps et que j'ai accompagné cette jeune femme. Quand son chat est mort, c'était un drame, vraiment. La chatte avait 18 ans, donc t'imagines le parcours de vie. Et puis quand on a discuté, c'est pas 18 années où la vie a été un long fleuve tranquille.
Vraiment, son chat était là dans les pires. J'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle parce qu'elle a traversé vraiment des moments compliqués. Donc, imagine à quel point c'était fort au final entre eux. Et du coup, en fait, quand elle a perdu sa chatte, ça a été un drame absolu. Et je lui ai dit, à ce moment-là, vraiment, c'était très clair, quoi. Je lui ai dit, tant que tu feras pas ce deuil, je pense qu'en fait, la vie, elle peut pas prendre source là en toi. Et elle comprenait pas parce qu'elle me dit, mais j'ai déjà une petite fille, je suis déjà tombée enceinte avant et ça a marché. Et bien sûr, on n'est pas sur quelque chose qui se vérifie toujours à 100%. Et par contre, c'est intéressant quand même, elle a une petite fille qui est née autiste. Voilà. Ça pose, en tout cas, ça mérite de se retourner et puis de se poser des questions, réflexions et voilà pourquoi elle a déjà mis au monde une petite fille avec toute cette hypersensibilité, toute cette difficulté dans la communication et la relation à l'autre au final, ces enfants qui sont complètement extraits de la vie en fait, et je trouve que ça fait quand même un lien en forte résonance aussi, même si on n'est pas, ce ne sont pas des vérités absolues. Ce sont juste des partages que je fais au fil du temps dans ce que j'ai pu rencontrer dans les accompagnements. Et tu sais, ce qui me vient aussi, c'est qu'en fait, on est aussi... parce que moi, ça, pour le coup, c'est une croyance, mais du coup, que je te partage, c'est que moi, je pense que la vie, on suit finalement un chemin, et au fur et à mesure de son chemin, on évolue plus ou moins. Et en fait, la vie nous présente des choses qu'on est capable, entre guillemets, de traverser. Et peut-être que, tu vois, en tout cas, c'est la lecture que j'en fais aussi, je me dis parfois, t'es obligé de passer par des étapes intermédiaires avant de vivre vraiment la chose, tu vois, vraiment l'événement, parce qu'en fait, par exemple, 2-3 ans auparavant, t'en aurais pas été capable. Et parfois, t'es obligé de passer par d'autres événements pour finalement à un moment donné malheureusement en être quand même confronté, mais la bonne nouvelle entre guillemets, c'est une opportunité de grandir. Et c'est ça en fait, je trouve qu'il est vraiment fort dans ce que tu dis, c'est que et ça partage totalement mon point de vue parce que je le vis aussi, tu sais, dans les relations, c'est ce que je transmets aussi, c'est la notion, souvent on vit les choses en train de dire à cause de ci, à cause de ça, je suis pas bien. Mais en fait, si tu regardes, c'est une opportunité aussi de se dire attends, qu'est-ce que ça vient visiter chez moi? Et tu vois, et la vie finalement est assez bien faite parce que en général, t'es en capacité à ce moment-là de traverser ce que la vie te présente en fait. Je partage cette même croyance du fait que aussi dramaturge puisse être l'événement que la vie nous propose, on est prêt, on est capable. Et sur le moment, je pense qu'on s'en sent pas forcément capable parce qu'on sent l'effondrement de toute façon arriver en nous en se disant non, ça je sais que je suis quelqu'un qui a de la force, mais ça vraiment je pourrais pas. Ça me paraît être au-dessus de tout ce que je peux. Et en fait non, la vie elle s'orchestre, elle t'amène des rencontres, des personnes qui vont être d'une telle empathie avec ce que tu vis et avec une grande résonance en fait que tu vas te sentir accueilli. Et effectivement, dans cet accueil-là, tu vas pouvoir faire ton cheminement et finir le processus, quoi. T'as emprunté ce mot-là tout à l'heure et effectivement, c'est très juste. Au final, ce qu'on retient, c'est que du coup, l'animal, il peut vraiment amener une belle réparation. En tout cas, sur des grands drames, même sur des grands drames. Alors, il y a pas de guérison miraculeuse, hein. Même si c'est dur, il y a des personnes qui vont pas arriver à avoir d'enfants. Et ça aussi, j'amène ce sujet-là, mais c'est profondément juste. Même si ça paraît si injuste, c'est que cette vie-là, on lui propose de pouvoir développer cette possibilité de materner ou de paterner, pas avec un enfant biologique. Il y a plein de façons de materner, de paterner. On le fait avec nos animaux. C'est la première des choses. On le fait parfois avec les enfants de nos amis, nos neveux, nos nièces, d'autres enfants. Je suis persuadée que des institutrices en maternelle sont des femmes ou des hommes qui sont très maternants et paternants avec des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, qui ont encore besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, même si ça paraît dur, même si ça paraît injuste, dans cette vie-là, il y a un moment donné, si tu peux pas avoir d'enfant, le travail, c'est d'aller dans cette acceptation que, ok, je n'ai pas dans cette vie-là la possibilité d'avoir un enfant biologique, mais je peux continuer de réparer dans mon processus cette blessure de la lignée ou karmique,
en apprenant à être maternante et paternant avec mes animaux, d'autres enfants, enfin peu importe quoi. Et concernant le déni d'identité, peux-tu nous en dire plus justement entre cette blessure et justement le lien avec nos animaux? Oui, bien sûr. Alors, la mémoire du déni d'identité pour beaucoup de femmes, au final, au moment où leur mère est enceinte de cette petite fille, par exemple, qui est toi, admettons, si dans la famille, à un moment donné, il y a eu un désir de projection très fort d'avoir un petit garçon, eh bien, quand ces petites filles, en général, naissent, il y a dans l'inconscient de la personne cette projection de la famille, en fait, qui attendait et voulait, au final, un petit garçon. Donc, il y a une déception, ok ? Et boum, cette petite fille, effectivement, elle arrive dans un climat de déception. C'est pas elle qu'on attend. Je pense pas que ce soit, même si on n'a pas la faculté de s'en souvenir, si admettons on l'a vécu, waouh, on a déjà par contre vécu à un moment ou à un autre une forte déception dans notre vie, d'arriver là où on n'est pas attendu. On la connaît tous, cette sensation, on l'a vécu. On a envie que d'une chose, c'est de disparaître et de fondre dans un petit trou comme une souris et de changer de planète. Donc imagine, ça c'est la première chose que l'enfant vit, que la petite fille vit au moment où elle prend contact avec son papa et sa maman. Et c'est difficile parce que moi c'est souvent quelque chose en thérapie dans mon accompagnement personnel qui est arrivé. On m'a souvent dit ça. Et quand j'en parle à mes parents, ils ont absolument pas. Non, ils se disaient non, on avait déjà eu un garçon avant. Enfin, on était ravis d'avoir une petite fille. Il faut bien comprendre qu'ils en sont même pas conscients tellement ça peut durer une seconde. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où l'enfant naît et qu'il est en bonne santé et qu'on le prend dans sa vie, hop, ça y est, on ressent l'amour, il y a pas de souci. Mais intra-utérin, pendant ces 9 mois, il y a eu cette projection. Et la projection, c'est une énergie. Et du coup, le fœtus et le bébé en est emprunt de toute façon. Donc voilà, du coup, on est vraiment là-dedans, dans cette mémoire de déni d'identité. Et pour être aimé, au final, ça pose cette croyance-là quelque part, c'est que pour être aimé, je vais devoir être un garçon. Donc ça donne souvent des jeunes filles qui sont un peu garçons manqués, ou des jeunes femmes qui ont beaucoup de mal à accepter leur féminité, qui peuvent s'interdire leur féminité, mais jusqu'à avoir des femmes qui n'ont pas de poitrine, par exemple, tu vois. Enfin, tout ce qui est attribut féminin, du coup, doit être un peu dissimulé, parce que il y avait ce désir inconscient absolument d'avoir un garçon. Ouais. Et justement, comment on retrouve ça au niveau des animaux ? Parce que quelle est la résonance, j'allais dire, l'effet miroir qui se passe ? Ouais, ça permet du coup de faire le lien. Alors souvent, j'ai remarqué, peut-être c'est déjà arrivé à un de nos auditeurs ou auditrices, on adopte un petit chaton et puis on pense adopter, je sais pas, une petite femelle. Et puis à la visite de 4-5 mois, on va chez le véto, voilà, il est peut-être temps de stériliser, pucer, refaire des vaccins même parfois. Et en fait, non. C'est pas une petite femelle. Le véto annonce que c'est un petit mâle. Ça, déjà, si vous arrive ça, je vous encourage à vous poser la question de est-ce qu'il peut y avoir, du coup, dans ma lignée, cette mémoire de déni d'identité, au final. Et donc, du coup, il y a des erreurs d'identification de sexe qui arrivent dans notre vie. Et là, avec le chat ou le chien, d'ailleurs, c'est absolument pas un hasard. Et du coup, là où c'est intéressant, là où ça peut permettre de réparer, c'est que vous-même, vous allez être déçu. Vous-même, vous vivez ce que votre parent a vécu en attendant de vous que vous soyez un petit garçon. Donc c'est génial parce que la vie vous offre la possibilité non pas d'être victime de ça, mais de devenir, entre guillemets, j'allais dire le bourreau. C'est peut-être pas le mot juste et peut-être que t'arriveras toi à mettre autre chose dessus, mais en tout cas, on donne la possibilité à l'enfant qui a vécu ça en tant que victime, lui-même de comprendre, de vivre cette déception et de pouvoir réparer avec cet acte
de pardon quelque part à la personne qui a projeté ce désir de garçon sur elle quand elle était petite fille. Parce qu'elle a fait exactement la même chose avec son animal. Elle voulait une femelle, elle a pris ce petit chat parce qu'on lui a dit que c'était une femelle. Plutôt que celui d'à côté, qui peut-être était aussi une femelle, mais il s'est dit « Oh non, j'avais vraiment envie d'un charroux, alors bon, c'est pas grave, je préfère prendre... Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, ce que je vois, c'est que finalement, en fait, de toute façon, ça rejoint le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, ça passe d'une personne à une autre, par exemple, du parent à l'enfant, de l'enfant au petit-enfant, etc. Et en fait, tant que ça n'a pas été libéré, du coup, tu portes cette charge. Et j'allais dire, peut-être même, je sais pas, elle s'accumule, en fait, parce que toi, t'as ton propre vécu, enfin voilà. Et, ou pas, ça dépend. Mais du coup, en fait, l'animal, il vient vraiment appuyer sur le bouton, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est très subtil et je trouve pas facile. Enfin, ça demande une gymnastique intellectuelle. Maintenant, moi, c'est quelque chose de naturel de me dire, tiens, qu'est-ce que cet événement vient me chercher? Qu'est-ce qui vient titiller chez moi? Mais quand t'as pas ce réflexe-là, tu le vis, j'allais dire, d'une façon brute. J'ai vécu ça, j'ai eu ça, et mais sans chercher finalement. Attends, je déporte. Tu vois, j'ai toujours cette histoire de déporter son regard d'un instant et dire mais comment ça résonne en moi en fait? Qu'est-ce que ça vient chercher? Donc en fait, finalement, c'est un peu cette gymnastique-là aussi qu'il faut faire. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que des gens qui vont se dire non, je vois pas ou. En fait, c'est simple. Tout ce qui suscite une émotion très forte chez toi mérite que tu t'arrêtes un instant. Ok? Quand l'émotion est forte, tu peux déjà être sûr que c'est la première des clés pour nous dire ok, arrête-toi là sur l'événement qui vient de se passer. Voilà. Et pour en revenir du coup là, tu sais, à l'exemple précédent, en quoi du coup l'animal nous permet de réparer là quand voilà, j'ai adopté une femelle, en fait c'est un mâle. C'est du coup de rendre cette projection à ses parents. Ça, c'est un travail, c'est un processus de guérison, de rendre cette projection-là, dont on est porteur depuis des générations et des générations. À ce moment-là, aujourd'hui, sans avoir d'enfant, mais même avec mon animal, j'ai la possibilité de rendre cette projection-là à mes parents et d'aimer et d'accueillir dans tout ce qu'est mon animal, quoi, ou mon enfant, parce que les gens le revivront peut-être aussi avec un enfant. D'ailleurs, pourquoi j'ai un enfant hermaphrodite, par exemple, à un moment donné, quoi. Je crois pas que ce soit le fait du hasard, quoi. Peut-être ça peut être intéressant, je sais pas, tu vas me dire si tu veux que je donne 1 ou 2 exemples concrets. C'est justement ce que j'allais te proposer pour que justement qu'on puisse concrètement voir, qu'on ait vraiment une illustration, quoi. Ouais, par rapport à ce que tu as pu nous partager. Alors, il y a un monsieur, tiens d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes, un jeune homme, qui me contacte pour une communication animale, là, pour le coup, parce qu'ils ont un chat à la maison, ils vivent en couple, ils ont un chat à la maison qui, normalement, est un chat super cool, et puis qui, là, ces derniers temps, quand même, devient de temps en temps agressif, puis sans trop de raison, quoi. En fait, durant la communication animale, vraiment là, on a reconnecté une mémoire très forte d'abandon, en fait. Du coup, moi, quand je fais le retour de la communication animale, j'explique au gardien et il me dit effectivement, moi j'ai été adoptée, je suis née en Amérique du Sud, j'ai été moi-même adoptée par un couple français. Et forcément, cette blessure d'abandon, il l'a vécue. Mais alors là où ça va plus loin, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que il est passé dans 2 familles avant. Donc déjà, il y a l'abandon de ses parents. Ensuite, une première famille. Une deuxième famille. Parce que première et deuxième famille, alors la première était limite maltraitante. Donc il a été retiré. Et la deuxième famille, en fait... alors c'est un peu tragique, mais il y a un des 2 parents qui a eu un accident de voiture. Le père s'est retrouvé, la maman est décédée. Le père s'est retrouvé seul et impossible pour lui d'accueillir un enfant à ce moment-là. Et au final, il trouve enfin une troisième, il retourne à l'orphelinat, il trouve enfin une troisième famille. Et il a été adopté, je crois, au final par ce couple-là de Français à l'âge de, je sais plus si c'est 6 ou 7 ans. Donc tu vois déjà, waouh, pas cool quand même. Hein. 7 premières années, quand t'entends souvent les psychologues dire qu'il y a une grosse charnière là sur le 0-7 ans. Et donc en fait, ce chaton qui est arrivé dans sa vie
il est né dans une ferme. Et le fermier, en gros, il en voulait pas de cette portée. Hein. Il y avait quatre chatons, je crois, d'après ce qu'il m'a raconté. Il y a des voisins qui ont entendu dire qu'il y avait eu des petits chatons. Une petite fille de la famille qui avait envie d'adopter un chaton. Donc, les parents viennent et puis ils craquent, trop mignon, bah si, on le prend. Et puis 15 jours à peu près après, au final, ils se rendaient pas compte du temps et de l'engagement que c'était. Parce que un chaton, au début c'est les pipis, c'est je fais les griffes, c'est je grimpe sur les rideaux. Enfin, il y a une éducation, il y a du temps à donner. Et donc, en gros, il décide de chercher à le donner. Ok, donc comme lui déjà, hop, deuxième famille encore, tu vois, pour arriver chez lui avec du coup cette possibilité d'être enfin adopté. Donc déjà, j'avais trouvé ça intéressant, cet effet miroir dans la trame au final de sa vie. Et puis, pour finir, il me demande une deuxième communication. Mais alors, je sais pas, peut-être 5-6 mois après, tu vois, il me rappelle, déjà en me disant que l'agressivité de son chat était complètement... après qu'on ait eu cet échange, cette discussion, déjà, ça avait beaucoup changé, ça avait beaucoup apaisé. Et après, il a fait un travail de son côté, quoi. Et puis là, la deuxième communication, c'était dans l'idée d'adopter un autre chat. Parce que aussi, il voyait que son chat s'ennuyait un petit peu et qu'il y avait des journées entières où ils étaient pas là. Et donc, dans l'idée de cette communication, moi, la seule chose que j'avais, c'était qu'il fallait absolument que ce soit une femelle, en fait. Donc, je fais la petite com en lui disant, voilà, effectivement, ça se confirme. Il est joyeux à l'idée de ça. Il serait totalement OK. Je le sens pas du tout dans un truc... ultra territorial et tout. Je pense vraiment que ça va super bien se passer. La seule info que j'ai, c'est que ce serait bien que ce soit une femelle. Et du coup, ils ont adopté une femelle. Effectivement, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas du tout eu de bagarre comme il peut y avoir parfois de territoire au départ. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après, en discutant avec lui, il m'a dit que quand il était petit, il avait toujours rêvé d'avoir une petite sœur et que ses parents n'ont jamais voulu adopter de deuxième enfant, en fait, alors qu'il a réclamé toute son enfance une petite sœur, en fait. Et là, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, ça nous montre encore comment un animal peut venir amener de la réparation sur une blessure de notre enfant intérieur. Et c'est très juste. C'est vrai que c'est intéressant parce que même moi j'ai remarqué dans mes propres animaux de compagnie la résonance en fait entre leur histoire et ta propre histoire. Et c'est là où tu te dis c'est marrant, il y a une vraie synchronicité. Alors tu fais pas forcément attention à ça, tu vois. Et je me dis même si admettons parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui peuvent dire non en fait quand je regarde l'histoire de mon chien, de mon chat, de mon cheval, peu importe, finalement je vois pas trop. Mais en fait finalement c'est aussi comme tu disais, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est en fait peut-être que ça s'est passé je sais pas dans sa lignée, je pense notamment aux frères et sœurs ou alors aux générations passées quoi, mais finalement c'est vraiment dans cet écosystème du coup qu'il faut raisonner. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement les gens, c'est le but du podcast, c'est d'aller se regarder et de regarder la relation. Effectivement, on se dit moi je vois pas trop le rapport entre la vie de mon chien. Mais parce que c'est niché dans l'inconscient. Si c'était dans le conscient, l'animal n'aurait aucun besoin de nous faire vivre ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, du coup, on peut changer et accepter d'avoir une autre vision et de se dire, ok, je ne vis pas ça ou mon animal ne me fait pas vivre ça par hasard. Voilà. Et du coup, à partir de ça, c'est vrai que ça nous oblige à changer de posture et de vision, c'est clair. Ça nous rend, une fois encore, un petit peu plus responsable de ce qu'on vit et de nos relations Mais je trouve ça génial parce que cette vision retire énormément du sentiment d'injustice et de cette position un petit peu victime de l'événement et de la vie à ce moment-là dans laquelle de toute façon tous on se place très naturellement quoi. Et du coup quel serait ton mot ou tes mots de la fin pour clôturer notre échange? Eh bien, j'encourage les gens qui nous écoutent à regarder d'un petit peu plus près la relation qu'ils ont avec leur animal. Peut-être par rapport déjà à ce qu'on a dit, mais
pourquoi pas aussi à autre chose. Et puis j'invite les gens aussi qui quand ils perdent un de leurs animaux, s'ils sentent que c'est un drame absolu à ce moment-là, que c'est pas si simple de le surmonter, d'écouter ça et d'accepter de se faire un petit peu accompagner s'il faut, parce que c'est une étape qui est vraiment une belle résolution dans leur vie. Donc ouais, je les encourage à se regarder un petit peu de plus près, quoi, et de regarder aussi la relation de plus près. Voilà, c'est on répare. Voilà, on répare, on grandit, comme tu disais tout à l'heure, et plus on aura d'humains responsables et conscients, et plus notre belle planète Terre se portera. Ouais, je partage ton avis. En tout cas, ouais, moi, si j'avais un mot de la fin, tu vois, ce qui me viendrait, c'est vraiment cette notion. En fait, tout est une opportunité finalement de tendre vers quelque chose, en fait. Mais c'est vraiment ça que j'ai. Donc, et de pas vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens dans ce podcast, c'est de pas vivre, d'une façon brute les faits et de se dire à un moment donné, voilà, quelle opportunité je peux en tirer, en fait, finalement. Donc, un grand merci pour notre échange. Merci Sophie. Et puis j'ajoute juste un truc, c'est d'apprendre à accueillir l'émotion. Et ça, c'est brut par contre. C'est ok, c'est brut, c'est brutal, il n'y a pas de problème. On accueille ça parce que c'est la première étape pour après, effectivement, au fur et à mesure, comme tu dis, prendre un peu plus de hauteur et de voir le sens global de cet événement-là, quoi. Donc, un grand merci de m'avoir encore accueilli, invité pour la 3e ou 4e fois, je sais plus. Mais du coup, c'est toujours un plaisir parce que on prend le temps, les auditeurs le voient pas, mais on prend le temps de discuter un peu avant, après, et voilà. C'est pas que le podcast, c'est toujours un moment agréable. Je te remercie. Merci à toi. Et puis, il y aurait juste rajouté quelque chose qui m'est venu pendant que j'écoutais tes mots. Je me suis dit, finalement, l'émotion, et c'est très important, ça, effectivement, il y a cette notion d'accueillir, tu vois, l'émotion brute. Mais aussi, tu sais, très souvent, on veut essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du parce que. Et en fait, au final, c'est juste voir qu'est-ce que ça déclenche, qu'est-ce que cet événement déclenche chez soi. Et en fait, de se connecter à l'émotion, et c'est tout. Et en fait, de même pas chercher le pourquoi, du comment, du parce que très souvent c'est ça. Et ça nous empêche d'accueillir, entre guillemets, comme tu dis, brut, parce que c'est ça, c'est pas vivre le fait brut, mais par contre accueillir cette émotion de façon brute. C'est très très juste. Donc merci pour cette précision. Un grand merci. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis pour les auditeurs, de toute façon, vous retrouverez les liens des autres podcasts qu'on a réalisés ensemble sous ce podcast, justement, si vous voulez creuser les autres thématiques qu'on a pu voir ensemble. Donc merci et puis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!